Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme prévu, on retourne sur le règne d'Héraclius. Cette vidéo est donc la suite de la vidéo sur la Grande Guerre, donc je vous conseille d'aller la voir maintenant ou après cette vidéo. Il reste encore plein de choses à dire sur Héraclius, et notamment un fait pas du tout évoqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la transition entre Empire romain d'Orient et Empire byzantin, qui devient de plus en plus concrète en ces temps. Héraclius, il naît vers 575, mais dans quel contexte? Il faut revenir assez loin pour comprendre dans quelle situation est l'Empire romain d'Orient. Dans une autre vidéo, on a évoqué les débuts du règne de Justinien, et notamment la reconstruction de Constantinople en tant que ville chrétienne. Après avoir massacré une partie de sa population, Justinien eut l'idée jamais reprise par la suite d'aller reprendre l'Empire d'Occident vers 530. En théorie, c'est une réussite. L'Italie, l'Afrique et le sud de l'Espagne sont récupérés en une vingtaine d'années seulement. Mais dans les faits, Justinien était trop ambitieux. L'Empire romain est désormais ruiné, et en plus, venu d'Égypte, apparaît une peste qui, maintenant que l'Empire n'a plus de moyens de se défendre et est très étendu, peut se répandre sur toute l'Europe et continue de sévir pendant un siècle. Les empereurs qui suivent Justinien sont tous incapables de redresser la situation de l'Empire qui sombre inexorablement. Cette situation critique entraîne des situations originales, comme le fait que l'empereur Maurice ait essayé de s'allier avec les Perses pour cesser les guerres le temps de remettre en route l'économie. C'est cette situation qu'Héraclius connaît depuis son enfance. Pour ce qui est de sa famille, on connaît notamment son père Héraclius l'Ancien, oui, les Romains ne faisaient pas preuve d'originalité. Héraclius l'Ancien donc est un haut gradé de l'armée de l'empereur Maurice, et a servi notamment contre les Perses en tant que Magister Militum, titre qu'a aussi porté Stylicon, comme quoi tout est lié sur cette chaîne. Lorsque la paix entre les Perses et les Romains fut établie, Héraclius l'Ancien est fait exarque de Carthage, c'est-à-dire qu'il a le contrôle sur toutes les terres occidentales en dehors de l'Italie. En 602, l'empereur Maurice est renversé par Phocas, et la guerre contre les Perses est déclarée car le chat Cochereau II est allié à Maurice, et quand on y pense, c'est les mêmes raisons qui poussent les Héraclides, donc la famille d'Héraclius, à intervenir contre l'usurpateur pour venger le vrai empereur Maurice. L'usurpateur Phocas se retrouve écrasé entre une guerre civile et une guerre contre les Perses, dont ses opposants réclament tous deux vengeance pour l'empereur Maurice. Pendant que les Perses envahissent la Mésopotamie et la Syrie, Héraclius et son neveu Nicétas, sous le commandement de l'exarque, commencent déjà par s'emparer de l'Égypte qui coupe le ravitaillement pour la capitale. Ensuite, Héraclius prend la mer vers Constantinople, mais il ne fait face à aucune résistance. Toute la ville l'accueille avec la célébration, une situation qui fut très similaire au retour de Napoléon depuis l'île d'Elbe. Le 5 octobre 610 est un grand jour, l'usurpateur est exécuté, Héraclius est fait empereur et il se marie avec Fabia Eudocia, avec qui il aura notamment Constantin III qui ne régnera même pas un an à la mort de son père. Dans cette vidéo, nous ne reviendrons pas sur les événements de la guerre déjà évoqués dans une autre vidéo, mais pour faire court, la situation est tellement critique que les Romains font battre sur les pièces de monnaie Deus Aduia Romanis, Dieu vienne en aide aux Romains, et pour sortir de ce mauvais pas, Héraclius va se lancer dans ce que certains appelleront la première croisade de l'histoire, et ce sera le premier empereur depuis Théodose à être vu sur un champ de bataille. Il profitera de la guerre aussi pour épouser sa nièce Martine avec qui il eut 11 enfants, qui pour la plupart subiront les revers de la consanguinité. Nous nous retrouvons donc après la guerre en 629. Héraclius a vaincu, pour lui son succès est dû à la volonté de Dieu, et il se sent comme un nouvel envoyé du ciel, une sorte de second Jésus. À ses yeux, il a réuni l'Empire et se donne le titre grec de Basileus, qui évoque à la fois les rois perses et Alexandre le Grand. Désormais on s'adresse à l'empereur par cette introduction bien trop longue. Ta parole est redoutable, ô Basileus des Romains, maître et seigneur de la terre et de la mer, chef souverain de toute vie, que tu peux retrancher ou sauver à ta volonté, puisque ta puissance s'étend à tous et surtout. Mais a-t-il réellement réunifié l'Empire? En Occident, la situation de l'Empire s'est dégradée. La Bétique a été reprise par les Visigoths, une grande partie de l'Italie a été envahie par les Lombards, et les Balkans ainsi que la Grèce sont désormais occupés par les Slaves. On ne peut désormais plus aller par voie de terre de Constantinople à Athènes. Pour ce qui est de la partie orientale de l'Empire, la situation n'est pas vraiment meilleure. Les Perses ont beau avoir été refoulés, la guerre et la peste ont ravagé les terres. La plupart des voies de communication sont coupées et les routes commerciales ont cessé de déplacer les marchandises. Nombreuses communautés se resserrent pour survivre et se consacrent à leur propre subsistance plutôt qu'à l'Empire. Les diverses confessions qui parsèment ces régions deviennent le seul guide de ces groupes disparates. Mais Héraclius est aveugle à tout cela, puisque vers 630 il se lance dans une politique de persécution des Juifs, n'hésitant pas à leur interdire les environs de Jérusalem. Il ouvre par lui-même de nouvelles divisions au travers de l'Empire. L'Empire n'est pas encore au bout de ses peines, puisque le vrai défi commence en 629 avec les premiers affrontements connus entre les Arabes et les Byzantins. Au début, ce ne sont que des raids sur le sud de la Jordanie, mais la véritable attaque commence en 633 avec le calife Abou Bakr. Après avoir commencé par négliger ces attaques, l'empereur Héraclius envoie son frère Théodore pour affronter les armées arabes de plus en plus nombreuses. Ce fut un massacre pour les Byzantins qui ont sous-estimé les forces arabes en présence, et dès 635 les Arabes atteignent le nord de la Syrie. Toutes les armées que Héraclius envoie affronter les nouveaux venus enchaînent défaite sur défaite et la plupart des habitants de ces régions sont trop affaiblis par la guerre et se rendent aux Arabes.
L'année 637 fut l'année de l'effondrement. Antioche et Alep, deux villes majeures de l'histoire romaine et chrétienne, tombent aux mains des musulmans. En même temps, Yazarg III, petit-fils de Khosrow II, abandonne Ctésiphon aux Perses. Pour finir, c'est Jérusalem qui est officiellement prise sous le calife Omar. Le désastre est total, Héraclius ne pouvant supporter la réalité, sombre dans la folie. Il fuit à Constantinople mais refuse de monter dans le moindre bateau pour traverser le Bosphore. Les Byzantins sont obligés de fabriquer un pont de navires pour le faire traverser jusqu'au palais. L'empereur a sombré dans la folie et les Romains ainsi que la famille impériale réalisent qu'il leur faut un leader pour sauver ceux qui restent. Partout autour de lui se montent des complots visant à renverser l'empereur, mais ils sont tous déjoués et l'empereur se montre cruel envers les régicides. Il coupe notamment le nez et les mains à l'un de ses fils et son neveu Théodore. Lorsqu'Héraclius meurt en 641 de cause naturelle, les Arabes ont bien entamé l'occupation de l'Égypte. En moins de 10 ans, toutes les terres qu'il avait repris aux Perses sont tombées à l'ennemi et ses successeurs mettront une soixantaine d'années à stabiliser l'empire. Lui qui se voulait être un nouveau Jésus a peut-être partagé dans la fin les paroles du Seigneur des chrétiens. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour finir, je reviendrai sur une chose importante. La transition d'Empire romain d'Orient à Empire byzantin. Le règne d'Héraclius présente de profonds changements d'organisation impériale. Culturellement d'abord, le grec a définitivement remplacé le latin, et notamment dans les titulatures. Et les personnages importants possèdent désormais des titres grecs bien trop compliqués, et notamment l'empereur. À partir de Héraclius, on ne parle plus d'Auguste et de César, mais de Basileus. Religieusement, l'empire se durcit. Il ne reconnaît qu'une foi et rejette tout l'héritage culturel et historique des autres religions. La littérature et l'art cessent de représenter les classiques de l'Antiquité pour se contenter de thèmes religieux. Cependant, la question religieuse reste un sujet de conflit pour les Byzantins, et notamment au sujet des icônes, mais ceci est une autre histoire. Politiquement, Byzance n'est plus qu'une puissance régionale, et a désormais du mal à être reconnue par le reste de l'Europe. De plus, l'empereur reprend en main totalement les rênes du pouvoir, que ce soit administrativement et militairement. Et donc militairement, l'empereur désormais reprend la direction des armées et n'hésite pas à participer activement au combat. De plus, l'empire abandonne les organisations en province pour un système de thèmes, qui est un système défensif imposant à chaque région d'entretenir un certain nombre de soldats en cas de guerre. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo.